sont des euthanasies qui peuvent durer beaucoup plus longtemps que prévu. C'est-à-dire qu'on dit en moyenne, on met pas 30 secondes à mourir, on met en moyenne une demi-heure. Mais dans certains cas, ça peut durer beaucoup plus longtemps et en Oregon, par exemple, des rapports ont été rendus publics récemment et l'un de ces rapports relève des euthanasies qui ont duré plus de 135 heures, ça veut dire 5 jours. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Nexus aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait beaucoup réagir ces derniers mois, l'euthanasie. Où est-ce qu'on va là-dessus? Y a-t-il des dérives finalement de nos politiques sur ce sujet-là? On n'y comprend plus rien aujourd'hui dans la société. Donc je suis avec Éric Mercier et Valérie. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter tous les deux? Comment vous avez été amenés à travailler sur ces sujets-là? Enfin, moi, je suis journaliste scientifique, donc c'est un peu un terrain de chasse aussi. Ce sont des circonstances personnelles qui m'ont amenée à prendre conscience de la manière, sur le terrain, avant même que ces projets de loi n'arrivent, de la façon dont les choses dérapaient dans les hôpitaux. Et bien sûr, 2020 est arrivé et par-dessus certaines découvertes qu'on a pu faire par rapport au protocole Covid. Et c'est ce qui nous a amené avec Éric, au départ, à nous rencontrer une première fois chez Pierre Chaillot et à commencer à travailler ensemble sur ces questions. Voilà, moi aussi, comme j'aime souvent à le rappeler, c'est Pierre Chaillot qui nous a mis en lien, en connexion et quelque part comme un frère et une sœur de combat, nous nous sommes reconnus dans cette approche qui est d'abord de dire la vérité, et puis d'aller chercher là où se cache le diable, c'est-à-dire dans les détails. Pour ma petite personne, en ce qui me concerne, je suis un vieil infirmier. J'ai commencé les soins en 91 et je suis dans une forme de soins palliatifs que l'on appelle l'hémodialyse chez les insuffisants rénaux chroniques. Et la problématique à venir avec le projet de loi fin de vie, euthanasie, suicide assisté m'interpelle tout particulièrement parce que le professeur Juvin, il y a quelques jours encore, à l'Assemblée nationale, parlait de mes patients, les insuffisants rénaux chroniques. Il parlait également des personnes sous traitement chronique, par exemple les personnes qui ont le virus du sida, et il indiquait que voilà, il y a un énorme problème concernant la prise en charge des patients chroniques en ce qui concerne les soins palliatifs, et du coup j'ai peur pour mes patients, et puis deux, comme beaucoup de soignants, j'ai peur pour ma carrière. Ce dont on souhaite vous parler aujourd'hui, c'est de la part d'ombre de ces protocoles létaux, qu'il s'agisse des protocoles euthanasiques ou qu'il s'agisse des protocoles dits palliatifs actuels. Voilà. En sachant qu'il y a toutes les nuances de gris, la nuance intermédiaire étant les protocoles qui ont été implémentés en 2020, donc les protocoles Covid, qui sont des protocoles palliatifs durcis à tel point qu'ils en deviennent des cocktails lithiques avec des propriétés purement euthanasiques. Ils sont conçus pour tuer et pour tuer vite. Comme l'indique très bien Valérie, donc il s'agit d'un mensonge qui est facile à démontrer à partir de deux types de données. Les données internationaux, donc le recul, l'expérience pratiquée, comme souvent on vient à les nommer, l'expérience pratiquée au Royaume-Uni comme au Canada, mais bien plus encore. Et puis, donc ça, c'est sur les temps anciens, mais et également relativement proches dans l'actualité. Je parle des quelques dernières décennies, et puis ce qui se passe encore actuellement. Et puis l'autre versant d'approche, c'est tout simplement la lecture des résumés de caractéristiques de produits, que ce soit par la NSM ou par la littérature scientifique internationale, qui démontrent que tout simplement, les gens se dirigent vers une mort barbare, tout simplement. Une fois de plus, on peut être pour ou contre l'euthanasie. Ça, c'est quand on est à ce niveau-là des débats, les pour ou les contre, c'est que les gens ignorent vraiment le contenu du détail. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens soient informés le plus loin possible. Et puis après, chacun verra. Mais dans ce que nous, on a découvert, ce qu'on est en train d'élaborer sous forme de vidéos dont on va vous parler, qui seront accessibles et hautement détaillées, c'est que dans le détail, on voit très très bien qu'il s'agit d'une mort barbare,
actuellement pratiquée à l'étranger, également pratiquée en France, mais sous un nom euthanasique dissimulé qui s'appelle les sédations. Et voilà, c'est une mort barbare. Donc le législateur est en train de se faire avoir s'il ne va pas un peu plus dans les détails. Peut-être que ce serait bien de rentrer de façon carrée dans le cœur du sujet. Donc historiquement, c'est voilà. Le premier recul qu'on a sur le sujet, c'est les exécutions par injection létale dans les prisons américaines. Voilà. Voilà. Et ça a été la première façon de nous renseigner au niveau scientifique sur les effets des protocoles létaux, puisque les protocoles qui sont utilisés pour les injections létales sont très semblables, très analogues aux protocoles qui sont utilisés pour les euthanasies ou les suicides assistés. Donc, il faut savoir que ces protocoles sont utilisés aux États-Unis depuis les années 80. Il faut que je vérifie les dates, mais je crois que ça a été légalisé dans les années 77. Les premières exécutions aux États-Unis, ça remonte au début des années 80. Historiquement, on a commencé par pendre les gens, puis par utiliser la chaise électrique, et puis comme on a considéré que ces moyens étaient peu satisfaisants, on a tenté des injections létales. Et très rapidement, on s'est rendu compte, parce qu'il y a des témoins de ces exécutions, que ça ne se passait pas toujours aussi bien qu'on l'aurait souhaité. Et donc, des familles et des avocats ont saisi des juges pour essayer d'en savoir un peu plus et demander des autopsies pour savoir dans quelles conditions réelles décédaient ces condamnés à mort. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, effectivement, on a eu de très mauvaises surprises sur les résultats de ces autopsies, et on a découvert notamment à travers les travaux du docteur Joël Zivo, qui est un Canadien, médecin légiste, mais aussi anesthésiste, réanimateur dans son pays, qu'en réalité, une grosse partie, plus de 80%, de ces condamnés à mort mouraient en état d'édème aigu du poumon, quel que soit le protocole utilisé, puisque les associations de molécules ont été modifiées un nombre considérable de fois, parce que ça ne donnait jamais vraiment satisfaction. Donc ça a conduit, on vous explique les choses de façon très raccourcie, mais ça a conduit dans les années 2014-2017 à ce que plusieurs États américains interdisent purement et simplement l'utilisation de recours à ces injections létales. Donc ça veut dire quand même que ça soulevait d'assez gros problèmes. Et ce qui est très intéressant, c'est que les molécules qui ont été utilisées, le pentobarbital, le thiopental, le midazolam, sont les mêmes molécules qui sont utilisées par ailleurs pour l'euthanasie médicale. Voilà. Donc ces premières autopsies ont été suivies d'autres autopsies sur lesquelles, on a procédé aux mêmes autopsies sur des personnes qui avaient été euthanasiées, avec des constatations similaires. Et au Canada, il y en a une notamment là, qui a été rendue publique très récemment. C'est une jeune femme dont la mère avait été euthanasiée, on va dire, de façon très, très rapide après une tentative de suicide, qui était très bouleversée parce que manifestement les choses s'étaient mal passées, et qui a demandé l'autopsie de sa maman, et on a effectivement mis en évidence que là aussi on retrouvait une situation d'édème aigu du poumon et des signes manifestement de souffrance importante. Voilà, donc quand on reprend un peu la littérature, on se rend compte que dans tous les pays qui ont déjà légalisé le suicide assisté ou l'euthanasie, que ce soit les Pays-Bas, que ce soit la Suisse ou la Belgique, les taux de complications qui sont relevés sont très consistants, c'est-à-dire que c'est entre 7 et 10%, 10% en Suisse, 7 à 10% aux Pays-Bas de complications visibles, c'est-à-dire avec des symptômes de souffrance. Ce sont des personnes qui peuvent se mettre à vomir les médicaments ingérés, donc le protocole n'a plus d'effet. Ce sont des personnes qui peuvent présenter des signes de convulsion, c'est des personnes qui peuvent présenter des signes de suffocation, donc c'est extrêmement pénible. Ce sont des euthanasies qui peuvent durer beaucoup plus longtemps que prévu, c'est-à-dire qu'on dit en moyenne, on ne met pas 30 secondes à mourir, on met en moyenne une demi-heure. Mais dans certains cas, ça peut durer beaucoup plus longtemps, et en Oregon, par exemple, des rapports ont été rendus publics récemment,
Et l'un de ces rapports relève des euthanasies qui ont duré plus de 135 heures, ça veut dire 5 jours. 5 jours. Voilà. On sait de combien Donc, alors c'est toujours dans la médecine, il y a toujours des complications. Est-ce qu'on sait quel est le ratio de complications pour, alors par c'est ce que je disais à l'instant, selon les pays et les études, c'est des études qui remontent pour certaines à 20 ans en arrière, d'autres qui sont beaucoup plus récentes, mais on retombe à peu près sur le même taux de complications. C'est plus important encore en Oregon, c'est de l'ordre de 15% dans le dernier rapport de l'Oregon. Et ce qu'il faut vraiment relever, c'est que les données ne sont pas complètes. En Oregon, par exemple, où c'est le suicide assisté, pour 50% des suicides assistés plutôt, il n'y a pas eu de témoins. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. La personne est morte toute seule. Donc finalement, on n'a pas de visibilité sur les conditions de sa mort. Tout ce qu'on sait, c'est que les enquêtes systématiques sont très rares, que très souvent, quand il y a une demande d'enquête, ça tourne court, c'est classé sans suite. Donc il y a vraiment un gros problème d'évaluation réelle. Et ce qu'on prend simplement en compte, il y a très peu d'autopsies, donc ce qu'on prend vraiment en compte, ce sont les signes visibles de souffrance. Et c'est un point très important parce que beaucoup de médecins spécialistes considèrent, leur grosse inquiétude, le gros doute qu'ils ont dans la tête, c'est qu'une fois que la personne est muselée dans une sédation, c'est-à-dire sous une camisole chimique qu'elle peut plus s'exprimer, par contre, elle conserve, au moins partiellement, la perception de ce qu'elle ressent. Donc il peut y avoir des souffrances. Une personne qui peut paraître en façade sereine peut en réalité ressentir à l'intérieur d'elle-même un phénomène de suffocation ou la douleur, par exemple, du potassium qui lui passe dans les veines pour arrêter son cœur. Des choses qui sont d'une extrême brutalité sans forcément le montrer. Donc finalement, c'est très très nébuleux, on ne sait pas grand-chose, on a fait très peu d'efforts pour essayer de savoir plus. Tout à fait. Et la problématique, ce que tu es en train de décrire, Valérie, c'est qu'en fin de compte, on part sur un phénomène dit de roulette russe. On sait que la proportion de gens qui vont souffrir de mort barbare est énorme. La face visible, on va dire en Oregon 15%, mais en réalité c'est beaucoup plus. Et ça nous amène à une problématique qui a été relativement bien décrite sur le projet de loi en France, qui est la problématique dite du secourisme à l'envers. On peut se poser la question, mais pourquoi réclament-ils, nos parlementaires, pourquoi réclament-ils que les soignants se taisent, envoient les patients dépressifs, pour prendre uniquement le schéma le plus simple et peut-être le plus triste, vers des personnes qui injecteront si eux ne souhaitent pas injecter eux-mêmes. Mais pourquoi souhaitent-ils que les infirmiers soient dans le couloir à une distance de quelques mètres au cas où, dans le cadre des suicides assistés par exemple, si ce n'est pour envisager la notion de secourisme à l'envers. Et pourquoi et qu'est-ce qu'un secourisme à l'envers? Le secourisme à l'envers, encore une fois de plus, déformation, manipulation des mots, ça correspond tout simplement à tuer la personne qui n'a pas réussi à mourir avec son fameux cocktail lithique. Au-delà du fait que c'est totalement aberrant, invraisemblable et abominable, techniquement, on fait comment? Parce que ces chers amis parlementaires, c'est pas le tout de l'écrire sur un petit article avec un décret d'application derrière. Comment est-ce qu'on fait? On sait qu'il y a un médecin belge qui a euthanasié une dame avec un oreiller il y a quelques années, mais on en est là. Donc, il y a une problématique de roulette russe sur qui sera concerné, dans quelles conditions et comment est-ce que les choses vont se passer techniquement. Est-ce que vous trouverez des infirmières, des infirmiers qui seront aptes dans leur tête à, je suis désolé pour le terme que je vais employer, à finir le malade, ou est-ce que vous aurez des soignants qui prendront leurs jambes à leur cou? Est-ce que vous aurez des familles qui attaqueront les médecins, les pharmaciens, parce que les protocoles lithiques n'auront pas fonctionné en rapidité ou parce qu'ils auront raté en douleur, en souffrance, en asphyxie, des poumons qui se remplissent d'eau
avec des souffrances invraisemblables. Je vous parle même pas des gens qui meurent déshydratés. Ça provoque de véritables douleurs. Est-ce qu'il y a des familles qui attaqueront? Comment est-ce que le législateur va aborder ce sujet, c'est-à-dire le fond de la boîte de Pandore? Ça, c'est un très, très gros problème. Et puis, il y a d'autres sujets. Valérie, est-ce que tu souhaites qu'on avance un petit peu plus sur le contenu des cocktails avant de passer à notre fameuse lettre? Je ne sais pas si tu veux entrer davantage dans le détail des protocoles euthanasiques ou si tu veux qu'on parle un peu des sédations. Parlons des sédations, justement, Voilà. parce qu'en fin de compte, c'est deux pièces de puzzle très proches. On a dit 3 pièces, hein. C'est-à-dire qu'on a parlé très vite des protocoles euthanasiques. Actuellement, ce qui se pratique dans les hôpitaux en France, en tout cas, depuis 2016, ce sont les fameuses sédations profondes et continues. En réalité, ça se pratiquait déjà, on va dire, sous le manteau avant 2016, mais ça a été rendu légal en 2016. Donc là, on a introduit des protocoles qui, en gros, couplent l'arrêt de l'hydratation au fait d'administrer des sédatifs et de la morphine, une sédation analgésie, en fait. Et ces protocoles reposent essentiellement sur l'utilisation du midazolam en France. Voilà, donc ce sont des protocoles qui peuvent. Alors, on voit toutes sortes d'applications, hein, c'est-à-dire que la durée peut être très variable, jusqu'à 15 jours ou 3 semaines. En gros, on endort, c'est comme ça qu'on présente les choses, la personne, au prétexte de lui éviter des souffrances pour accompagner, soi-disant en douceur, sa phase agonique. Donc, dans la loi Claes-Leonetti, c'était des critères qui étaient extrêmement stricts, très rigoureux, qui étaient cumulatifs, hein, qui étaient présentés, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment être à quelques jours du décès, présenter une souffrance réfractaire à tous les autres traitements et de préférence avoir recueilli le consentement du patient. On a vu rapidement dans la pratique que ces critères se sont beaucoup assouplis et élargis, c'est-à-dire qu'on a commencé à voir des patients qui n'étaient pas nécessairement dans des états de souffrance réfractaire qui ont été passés dans ces protocoles. De plus en plus, donc c'était des patients qui pouvaient être encore en bon état général, avoir des réserves physiologiques importantes, jusqu'à un cas qui reste dans toutes les mémoires, hein, qui est celui de Vincent Lambert en 2019. Vincent Lambert est quand même le premier patient. Donc on se souvient, hein, Vincent Lambert, c'était un garçon d'une quarantaine d'années qui avait eu un très grave accident de moto, je crois, qui l'avait conduit à un état post-relationnel qui était resté dans cet état pendant des années. Et sur des décisions de justice contradictoires, il a fini par être basculé dans un protocole de sédation, alors qu'en réalité, son état général était tout à fait correct, qu'il n'était pas dans un état de souffrance au sens médical du terme, donc il n'était pas en fin de vie, n'était pas en train de mourir, il aurait pu vivre 20 ans de plus. Surtout, au niveau de son consentement, personne n'était en situation de savoir s'il avait le souhait ou pas de mourir. Donc il a mis 9 jours décédé dans un protocole comme celui-là, après avoir été passé plusieurs années auparavant dans un protocole similaire pendant près d'un mois, privé d'hydratation et d'alimentation pendant plus d'un mois, et sorti de là in extremis par un référé qui avait été ouvert en catastrophe par ses parents qui se sont rendus compte du fait qu'on l'avait basculé dans un protocole comme ça sans les prévenir. Donc ça a été un parcours, vraiment un chemin de croix absolument terrible pour ce garçon. Et ça a ouvert sur les pratiques qu'on a connues à partir de 2020, c'est-à-dire que là, effectivement, on a vu toutes les dérives possibles et qui se sont accompagnées d'une modification importante de ces protocoles. C'est-à-dire que déjà, avec la loi Claes-Leonetti, les premières recommandations de l'AFSAP préconisaient d'augmenter les doses de midazolam notamment, qui étaient
intégrés à ces protocoles de sédation qui étaient plus doux autrefois. Donc on respectait, dans les années qui précédaient, encore la temporalité du décès, c'était plus progressif et ça permettait dans un nombre important de cas de maintenir l'hydratation notamment et ça passe moins bien. Attends, on perd un petit peu la connexion, Valérie. Allô? Valérie, tu nous entends bien, toi, Valérie? Ah, non, on a un problème du côté. Moi, ça va. Toi, ça va? Alors, attends, juste le temps que ça se restabilise, on va prendre la réaction de Eric. Par rapport à ce qu'elle vient de dire, juste sur 1 minute, juste avant de donner la parole à Valérie. Eric, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, en fin de compte, Vincent Lambert, le patient numéro 1, même s'il y en a eu réellement d'autres avant, mais le patient numéro 1 pour ouvrir les vannes sur les posologies, sur les doses des protocoles létaux, et puis surtout pour ouvrir les vannes législatives en termes de sidération, que ce soit au niveau des salariés, que ce soit au niveau, des familles, c'est-à-dire quelle va être la réaction des gens. La sidération étant également au niveau législatif. Tout ça étant relativement latent au début, même si ça a beaucoup rempli l'actualité lorsque c'est arrivé pour Vincent Lambert. Rappelons que c'était en juillet 2019 et les premiers, le fameux décret Rivotril arrive le 28 mars 2020, donc à peine 9 mois plus tard. C'est très très proche en termes de phase essai et d'augmentation des dosages dans les protocoles létaux et de convergence de molécules. Et tout ça a été lentement, doucement, mais sûrement et inexorablement poussé, en tout cas admis par la SFAP. Ce qui nous a amené à nous poser de grosses questions. Valérie également. Valérie a réalisé une lettre ouverte à Madame Fourcade pour pouvoir poser des questions et simplement, je parle sous ton contrôle Valérie, bien mettre en avant un élément, c'est vouloir légiférer, se poser des questions sur la problématique euthanasie d'un point de vue législatif maintenant, sans anticiper ce qui s'est passé sur la crise sanitaire, mais surtout sur les années précédentes, c'est-à-dire la mise en place des protocoles de sédation sous la loi Claes-Leonetti, eh bien, c'est une erreur. Il faut faire le bilan des pratiques, le bilan de ce qui s'est passé dans le corps humain avec les molécules, avant de dire allons plus loin. Et en cela, puisque nous, on souhaite aller au bout du chemin du bilan, il a bien fallu que nous interpellions Madame Fourcade sur un certain nombre de questions, sur une lettre qui est désormais publique. Et nous allons revenir dans quelques jours sur ce sujet avec une vidéo qui sera assez précise, assez fouillée, assez aboutie sur ce qu'elle a validé il y a encore quelques années et sur ce qu'elle valide toujours. Je donnerai un exemple parmi tant d'autres, mais cette dame a considéré que la mise en place du décret Rivotril n'était pas une euthanasie, par exemple. Nous, on est en capacité de démontrer que les protocoles de sédation avec la phase visible Rivotril, mais après il y a eu tout ce qui était midazolam, ces protocoles de sédation, c'est une forme d'euthanasie qui ne dit pas son nom. Et c'est une des questions que nous avons abordées auprès de cette dame. Valérie, je te laisse réagir parce que le temps passe et j'ai embrayé sur un mot sur l'interlambert, ça n'a rien à voir avec la modification des protocoles qui vient effectivement en 2020. Ce que personne n'a vu, c'est on s'est focalisé sur le Rivotril, on a parlé du midazolam aussi, mais on n'a pas parlé des protocoles. Ce qui s'est passé en 2020, c'est que les protocoles de sédation ont été modifiés. Entre 2010 et 2020, on a multiplié par 6 les doses de midazolam dans les protocoles, ce qui les a fait complètement changer de catégorie. Et on y a associé d'autres molécules pour en faire donc des neuroleptiques, des anticholinergiques comme la scopolamine,
différentes choses, et on s'est même rendu compte de pratiques qui, nous ont fait, on va dire, carrément grimper au rideau. Par exemple, que la SFAP recommandait de coupler l'arrêt de l'hydratation des patients qui étaient mis dans ces protocoles de sédation à l'administration de diurétiques comme le furosémide. Donc là, c'est une absolue hérésie, c'est-à-dire que vous passez un diurétique, donc pour accélérer la diurèse, faire pipi, à quelqu'un que vous n'allez pas hydrater. Qu'est-ce qui va se passer? Très vite, vous allez avoir une hémoconcentration et il va y avoir un gros problème au niveau circulatoire, et vous allez entraîner une défaillance hémodynamique avec un arrêt du cœur qui va être fatal. C'est-à-dire que vous allez tuer la personne à peu de frais, et même si vous ne faisiez que ça, ce qu'on a vu dans certains dossiers, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient même pas sédatées, qui arrivaient, qui étaient déjà plus ou moins déshydratées, ça arrive souvent quand on traîne un peu avant d'arriver aux urgences, et à qui on a fait quasiment que passer du furosémide pour provoquer un arrêt cardiaque. Donc là, on change complètement de catégorie. Et ce qui nous a amené à nous rencontrer avec Eric, c'est que je me suis aperçue également que les ARS en 2020 avaient fait ajouter du chlorure de potassium concentré sous forme injectable sur les dotations pour soins urgents des EHPAD et femmes masses. Donc ça, personne ne l'a vu. Parce que qu'est-ce qu'on a fait de ce potassium, hein? Est-ce qu'on a piqué les malheureux résidents d'EHPAD ou de femmes masses comme on pique des chiens chez le vétérinaire avec du chlorure de potassium? La question reste ouverte. Donc la lettre que je me suis permise le 23 mai, elle n'est pas vieille, d'écrire à Claire Fourcade, elle est très précise. C'est une lettre qui dénonce la non-évaluation, l'absence complète d'évaluation des protocoles de sédation. Donc j'y détaille des choses qui sont extrêmement précises. Je fais allusion aux modifications des protocoles Covid, à ces pratiques qui soulèvent quand même de grosses questions. Et ce que je demande, c'est deux choses, qui est d'urgence, que soit entreprise d'urgence, une évaluation post-mortem, c'est-à-dire sur la base d'autopsie, ce qui n'a quasiment jamais été fait. C'est-à-dire que là, on a les sédations sur le mode Claes-Leonetti qui sont permises en France depuis 2016. Aujourd'hui, elles se banalisent puisqu'en 2022, on a élargi les indications du midazolam et on a permis son accès aujourd'hui dans les officines de ville pour les médecins généralistes. Donc ça veut dire que les sédations de fin de vie à domicile sont en train de se banaliser depuis 2 ou 3 ans. Ce qu'on voit arriver avec la première version du texte soins palliatifs, avec la création des maisons d'accompagnement et la banalisation, la normalisation de ces protocoles de fin de vie sur la base de choses qui ne sont absolument pas évaluées. En médecine, pour n'importe quel traitement, que ce soit pour un nouveau traitement pour le diabète, une nouvelle chimiothérapie, n'importe quoi, vous avez des années d'études cliniques, des vérifications de toutes sortes. Par contre, dans le champ de la fin de vie, on se permet de faire absolument n'importe quoi. Donc, nous, ce qu'on a décrypté à la lecture des protocoles, on a travaillé plusieurs mois avec Eric autour de tout ça. Donc, la souffrance qu'il y a derrière ces protocoles, nous, on sait la lire, on sait la décrypter. Voilà. Donc, c'est à la fois des séries d'autopsies, que ce soit des autopsies aléatoires ou sur des études consistantes qui sont très faciles à monter, puisque Joël Zivo, qui a travaillé sur les autopsies des condamnés à mort américains, lui, la première chose qu'il avait fait, c'était très trivial, il avait juste été peser les poumons. C'est comme ça qu'il s'est rendu compte qu'un poumon qui pèse 400 grammes, 450 grammes, il retrouvait des condamnés à mort dont les poumons pesaient 1,2 kg. Donc c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que 84% d'entre eux étaient morts noyés dans leurs poumons. C'est pas très compliqué, c'est pas très sophistiqué. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on veuille bien procéder parallèlement à des études cliniques, c'est-à-dire pendant la période où la personne est encore en vie, où elle va passer 2 jours, 3 semaines dans ce protocole et savoir exactement ce qu'elle ressent. C'est-à-dire quelles complications réellement elle ressent. Parce que ces protocoles ont été très critiqués. Très tôt, dès l'arrivée de la loi Claes-Leonetti, vous aviez des gens qui commençaient à dire attention, c'est le retour des cocktails lithiques, c'est de l'euthanasie déguisée, la déshydratation, mais c'est quand même quelque chose de complètement barbare. Les personnes meurent en état de défaillance d'organes, commencent par avoir leur rein qui lâche. Donc, le vrai problème de ces sédations, notamment pour le midazolam, c'est que les effets s'épuisent très vite. Donc, si une personne reste plusieurs jours ou plusieurs semaines, parfois ça dure longtemps dans ces protocoles, quelquefois elle se réveille au milieu.
Donc, elle émerge et elle se rend compte de l'état dans lequel elle est. Donc, elle ressent une sensation de soif intense, elle peut avoir un globe vésical parce que si vous lui passez en même temps des anticholinergiques, ça bloque la vessie. Donc, si on ne la soigne pas, elle va avoir une souffrance de cet ordre-là. La scopolamine, ça entraîne des hallucinations. Les neuroleptiques, ça entraîne une hyperthermie maligne. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir ce qu'on appelle une CIVD, c'est-à-dire une coagulation intravasculaire disséminée qui va entraîner des phénomènes d'ischémie ou de thrombose aléatoires dans tous les organes. C'est une souffrance qui peut être absolument terrible. Et ça, personne n'est allé la regarder. Donc, quand on a une phase agonique complexe avec de vraies souffrances à accompagner, ce qui était quelque part les indications, les critères d'entrée de la loi Claes-Leonetti, quelque part, on peut concevoir d'accompagner des souffrances vraiment incoercibles avec des moyens médicamenteux. Maintenant, quand on commence à utiliser de façon beaucoup plus large ces protocoles, comme je l'ai vu faire à de très nombreuses reprises, sur des patients pour lesquels il n'y avait pas d'indication, c'est-à-dire la seule indication, c'était de libérer un lit. Vous avez un patient qui bloque un lit dans un service, et aujourd'hui, on ne prend pas de gants, on le sédate pour le faire partir. Les dangers du week-end. Les dangers du week-end. Attention aux fins de semaine. C'est ça. Et ça arrive aussi très souvent dans les services d'urgence ou quand vous avez un patient avec un dossier un peu complexe qui arrive. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une décision dite de LAT, c'est-à-dire de limitation d'arrêt de traitement, qui est arrêtée à l'emporte-pièce et qui sera quasiment systématiquement suivie d'une sédation parfois dans les 2 heures qui suivent. Et ça, voilà, nous maintenons que énormément de médecins préfèrent se taire. Il y a 15-20 ans, on n'aurait jamais osé utiliser seul de tels protocoles. Et maintenant, tout le monde, enfin beaucoup, préfèrent regarder ailleurs, alors que les protocoles ont été poussés par la SFAP, entre autres. C'est très intéressant. Merci à vous deux d'avoir pris le temps, en tout cas, de parler de ce sujet-là, de faire une introduction. Donc, on rappelle, et comme vous l'avez dit, vous avez déjà aussi parlé de beaucoup plus d'éléments aussi sur d'autres chaînes, je crois GPTV. Et, donc, voilà, n'hésitez pas à aller taper Éric Mercier maintenant sur Valérie Ferrier. Et Valérie Ferrier, oui, voilà. Vous faites toujours tous les deux, bah, c'est parfait. Et comme ça, justement, vous pourrez aller voir ce sujet est très large parce que là, on parle essentiellement du côté où effectivement ces sédations peuvent devenir extrêmement barbares, comme vous l'avez dit. Mais il y a tout un autre sujet qui est aussi comment ce sujet-là, comment l'euthanasie est amenée dans le politique et à être acceptée. Merci en tout cas d'avoir pris le temps à vous deux. Merci au public et n'hésitez pas à partager cet entretien et à retrouver le Nexus sur nexus.fr. Au revoir. Au revoir. Merci à toi.